Salut tout le monde. Ce soir, nous allons remonter dans le temps, bien loin des matelas à mémoire de forme et des réveils en douceur. Ce soir, vous êtes un paysan du 13e siècle et vous vous réveillez dans une masure en torchis, sans chauffage, sans caféine et surtout, sans espoir de grasse matinée. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant qu'on y est, indiquez-moi en commentaire votre localisation et l'heure locale à laquelle vous écoutez cette histoire. J'adore voir d'où vous m'écoutez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux. Enfin, vous les entr'ouvrez, car l'air est si glacial que vos paupières collent encore à moitié. Il fait noir, mais pas pour longtemps. À l'extérieur, un coq particulièrement zélé hurle son chant strident au-dessus du silence brumeux du petit matin. Pas de bouton snooze, pas de café prêt, pas même un oreiller moelleux. Juste vous, votre lit en paille humide et une tuile du toit qui menace de tomber sur votre crâne depuis 2 hivers. Ce lit, parlons-en. Un cadre en bois qui grince comme une porte de crypte, une paillasse rembourrée de foin et de puces et une couverture en laine brute qui gratte plus qu'elle ne réchauffe. Votre oreiller? Un sac de toile rempli de vieux vêtements et, peut-être, de regrets. Autour de vous, la pièce est plongée dans une pénombre dense. La seule source de lumière, c'est la lueur blafarde qui filtre à travers un interstice mal calfeutré. Il fait un froid à réveiller un moine bénédictin. Vous avez dormi tout habillé parce que se déshabiller, c'est un luxe pour les nobles ou les inconscients. Vos pieds sont engourdis, votre dos proteste, et pourtant, vous êtes encore vivant. Ce qui est, à l'échelle du Moyen Âge, un exploit quotidien. Les historiens se disputent encore pour savoir si l'espérance de vie avoisinait les 30 ou les 40 ans. Mais on sait une chose, c'était une moyenne fortement influencée par les taux de mortalité infantile. Autrement dit, si vous avez déjà atteint l'âge adulte, vous êtes soit béni, soit obstiné. Vous vous redressez péniblement. En vous levant, vous heurtez de la tête une poutre basse. Elle est là, tous les matins, et tous les matins vous l'oubliez. C'est une tradition familiale, presque rituelle. Votre crâne a même une bosse attitrée. Le sol sous vos pieds est en terre battue, humide, inégal. Il y pousse parfois un peu de mousse ou des champignons minuscules, mais vous les évitez habilement, comme s'ils étaient de la porcelaine. On s'attache à ce qu'on a. Vous passez devant le foyer, un petit cercle de pierre noirci par la suie, encore tiède d'un feu qui s'est éteint au milieu de la nuit. Le bois est rare, cher, et il faut le mériter. Alors, on ne chauffe que quand quelqu'un tremble trop fort. En ouvrant la porte, vous êtes accueilli par un vent glacé, chargé d'odeurs diverses. La boue, les excréments de chèvre et cette fragrance aigrelette si typique des latrines partagées. C'est une senteur qu'on appelle ici l'arôme de village. Vous filez dehors en évitant les flaques gelées. La nature n'attend pas. Votre première mission? Videz le pot de chambre. Oui, ce charmant récipient que vous partagez avec toute la maisonnée. Il faut le porter jusqu'au tas de compost ou au ruisseau, selon votre niveau de témérité ou d'ennui. À ce stade, vous êtes réveillé. Entièrement. Et sans caféine. Là-bas, au loin, les autres foyers du hameau commencent à s'animer. On aperçoit une silhouette courbée qui attise un feu, un enfant qui se gratte les cheveux avec insistance et un cochon qui s'est échappé pour la 3e fois cette semaine. Un mardi comme les autres. Le matin médiéval n'a rien de romantique. Pas de ciel rose, pas de chant lyrique, juste de la buée sur les vitres, s'il y en a, du gel sur les bottes et cette sensation étrange qu'il manque toujours une chaussette, même quand on n'en a qu'une. Petite anecdote. Dans certaines régions d'Europe, les enfants étaient parfois attachés à leur lit pendant la nuit
pour éviter qu'ils ne roulent dans le feu ou ne sortent dans le froid. Une méthode éducative simple mais efficace. Vous retournez à l'intérieur pour vous réchauffer un peu les mains au-dessus d'un tison encore rouge. Votre respiration forme des nuages. Quelque part, un chien hurle à la mort et vous vous rappelez que ce son est censé porter malheur. Mais honnêtement, entre les rats et la faim, il faudrait une triple malédiction pour empirer votre sort. Dans un coin de la pièce, votre grand-mère marmonne en dormant. Elle dort assise, enveloppée dans 3 couches de tissu, les pieds dans un seau tiède, croyant que ça éloigne les esprits. Les esprits, eux, n'en ont probablement rien à faire. Une autre dispute d'historiens concerne le réveil naturel. Certains affirment que les paysans dormaient en 2 temps, avec une première nuit et une seconde nuit, entrecoupées d'une période de veille pour prier ou entretenir le feu. D'autres pensent qu'ils dormaient d'un trait par pur épuisement. Mais franchement, vous êtes bien trop fatigué pour débattre. Vous sortez à nouveau, cette fois pour nourrir les bêtes. Le poulailler est gelé, la chèvre éternue et les œufs, s'il y en a, sont un miracle fragile. Il faut les porter avec précaution, comme des trésors miniatures. Vous éternuez bruyamment. Est-ce un rhume? Une peste? Une réaction à la poussière? Mystère. Mais vous vous souvenez que le guérisseur du village a recommandé du vinaigre et une chanson pour renforcer les poumons? Peut-être que ça vaut le coup. Alors vous chantez, très doucement, une vieille berceuse déformée par les siècles, pendant que vous ramassez du bois, les mains rougies, les yeux mi-clos. La journée commence à peine. Et pourtant, elle vous a déjà battu d'un demi-point. Le froid vous suit comme un chien mal dressé, même une fois rentré. Mais il est temps de penser au petit déjeuner. Grand mot pour un petit effort. Parce que dans votre réalité médiévale, le petit déjeuner, c'est un concept vague, une suggestion plus qu'un repas. En tout cas, il est loin du buffet sucré-salé des hôtels modernes. Sur la table bancale, une planche posée sur 2 tonneaux, repose un morceau de pain. Il est brun, dur, plus proche d'une brique que d'une viennoiserie. C'est ce qu'on appelle le pain noir. Il contient autant de blé que de copeaux de bois, ou de surprises. Certains matins, vous y trouvez une pierre, d'autres, une dent de la veille. La dent n'est pas forcément la vôtre. Vous tentez d'en croquer un morceau, mais vos molaires protestent. Alors, vous le trempez dans une eau tiède, vaguement infusée d'herbes amères, un breuvage qu'on pourrait qualifier de thé si on était très généreux. Pas de sucre, bien sûr. Il coûte plus cher que votre maison. Et vous n'avez pas de maison. Votre oncle, assis à côté de vous, mastique bruyamment. Il n'a plus que 6 dents, mais il fait preuve d'une détermination admirable. Il ne parle pas. Personne ne parle. C'est l'heure du silence, celle où l'estomac grogne et l'âme s'ajuste. Autrefois, les historiens pensaient que le petit déjeuner n'existait pas au Moyen Âge. Mais des textes ecclésiastiques laissent entendre qu'on prenait parfois un repas léger au réveil, surtout ceux qui devaient affronter une journée de labeur physique. Autrement dit, vous regardez autour de vous. Une miche suspendue dans un linge, des oignons accrochés au plafond, et ce vieux pot en terre cuite qu'on n'ose plus ouvrir depuis que quelque chose y a fermenté par accident. Il y a aussi une assiette en étain, héritée d'un cousin mort du tétanos, et une cuillère en bois, rongée à force d'être mâchée comme une sucette. C'est votre cuillère. Elle vous suit partout, littéralement. Vous la portez accrochée à votre ceinture avec une ficelle. Mode et fonctionnalité. Le repas est rapide. Vous mangez debout, par habitude. Il n'y a pas assez de chaises, et puis s'asseoir, c'est pour les moments de luxe. Vous mordez dans le pain, vous le mâchez pendant 12 minutes et vous priez pour qu'il descende dans l'estomac sans faire trop de dégâts. Une anecdote? En certaines périodes de jeûne, comme le carême, on vous interdisait même ce maigre repas matinal. Certains trichaient en l'appelant collation spirituelle. D'autres mangeaient en cachette derrière les moulins. La désobéissance religieuse, version boulangère. À l'extérieur, les cloches du monastère voisin sonnent la première prière. Un son grave qui résonne dans la brume comme un rappel à l'ordre divin.
Vous ne priez pas forcément, mais vous vous figez un instant. C'est un réflexe. Une sorte de synchronisation collective, la cloche dicte le rythme, un peu comme les alarmes d'iPhone aujourd'hui. En moins joyeux. Un cochon gratte à la porte. Il cherche à récupérer une croûte tombée plus tôt. Vous la lui donnez. Vous mangez presque la même chose, après tout. La différence, c'est que lui, il semble heureux. Vous vous souvenez de cette superstition selon laquelle celui qui laisse tomber du pain attire la misère? Eh bien, vous en avez fait tomber une miette. Vous la ramassez rapidement, avec un regard nerveux vers le plafond. On ne sait jamais. Dieu a parfois l'œil cruel. Et ce n'est pas qu'une question de croyance. Dans de nombreux villages, jeter du pain était perçu comme un blasphème silencieux. C'était le corps du labeur, sacré à sa manière. Même rassis, même moisi, on l'utilisait. En soupe, en chapelure, ou pour caler une porte. En parlant de soupe, vous en avez rêvé cette nuit. Une vraie soupe, chaude, consistante, avec du beurre, peut-être même un peu de graisse de porc. Mais ce matin, c'est juste pain et eau. Vous regardez votre bol, vous le videz, et vous respirez un grand coup. Pas pour vous calmer, juste pour vérifier que vos narines fonctionnent encore. Les enfants du voisin jouent dehors, pieds nus sur les cailloux, poursuivant une boule de chiffon. Ils rient, ils trébuchent, ils saignent du genou. Normal. C'est le Moyen Âge, pas une pub pour lessive. Un des gamins crie « J'ai faim ». Son père répond calmement « Moi aussi ». Vous souriez. Pas parce que c'est drôle, juste parce que vous avez encore une dent qui vous démange et que ça vous distrait. Les historiens s'interrogent encore sur l'influence réelle des ordres religieux sur l'alimentation paysanne. Certains pensent que les paysans suivaient docilement le calendrier liturgique. D'autres estiment qu'ils s'en écartaient dès qu'ils avaient une bonne excuse, grossesse, maladie ou grosse flemme. Vous, ce matin, vous n'avez ni excuse ni marge de manœuvre. Votre petit déjeuner est fini. Vous avez mal aux dents, un reste de croûte coincé dans la gorge et l'impression qu'il manque un ingrédient essentiel à cette recette, le goût. Un dernier regard à votre pain, désormais un peu moins dur, ou peut-être que vos gencives se sont endormies. Puis vous poussez la porte. Le jour est levé. Le travail vous attend. Et il n'attend jamais longtemps. Mais avant de sortir, vous attrapez votre cuillère, toujours à la ceinture, parce que dans ce monde, on ne sait jamais à quel moment une bouillie tiède pourrait se présenter. Les nuages gris s'étirent paresseusement au-dessus du champ, comme s'ils savaient que vous étiez déjà fatigué. Mais eux peuvent paresser. Vous, non. Vous avez une parcelle à retourner, un seigneur à satisfaire et une houe qui a vu plus de saisons que votre grand-père. Vous avancez lentement, les bottes déjà couvertes de boue malgré les 5 pas franchis. Le champ s'étale devant vous comme un adversaire obstiné. Il n'est pas grand, mais chaque motte de terre semble vous défier personnellement. Et cette houe, elle est plus émoussée qu'un couteau à beurre médiéval, c'est-à-dire trait. Vous vous mettez à l'ouvrage. Vous creusez, vous retournez, vous jurez doucement pour ne pas éveiller la colère divine. La terre est gelée à peine sous la surface. Elle résiste, collante, pleine de racines qui ne veulent pas partir. Et vous, vous insistez. Car si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, eh bien, vous avez compris l'idée. Les historiens s'étripent encore pour déterminer si les corvées féodales étaient fixées ou fluctuantes. Certains pensent que les jours de service étaient définis selon des coutumes locales. D'autres affirment que le seigneur faisait un peu ce qu'il voulait, selon son humeur ou le temps qu'il faisait. Vous savez une chose, votre dos n'a pas été consulté. Un bruit derrière vous. C'est Pierre, votre voisin, qui arrive avec sa charrue tirée par un bœuf qui n'a pas l'air plus motivé que vous. Pierre vous fait un signe de tête. Il a perdu l'usage de la parole il y a 10 ans, après avoir reçu un sabot dans la mâchoire. Mais il reste un travailleur acharné.
et un bon compagnon de silence. Vous vous souvenez que dans certaines régions, les paysans avaient droit à une charrue collective partagée entre plusieurs familles, un peu comme une voiture de location, sauf qu'elle mugissait et déféquait partout. Soudain, votre houe heurte quelque chose. Vous vous penchez. Une racine? Non. Une cuillère. Pas n'importe laquelle, celle de votre tante, disparue depuis la dernière fête des semailles. Mystère résolu. Vous la glissez dans votre ceinture, à côté de la vôtre. Double cuillère, double statue. Vous continuez à creuser. Le soleil est enfin visible, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Il tape fort, sans filtre, et transforme la boue en un mélange collant qui aspire vos pieds comme si la terre voulait vous manger lentement, un orteil après l'autre. Une anecdote pour agrémenter ce labeur. Certains manuels agricoles médiévaux recommandaient de parler à la terre. Pas pour la motiver, mais pour éviter d'attirer les mauvais esprits en travaillant en silence. Vous hésitez. Puis vous murmurez. « Bonjour la terre. Je te déteste, mais je te respecte. » Vous entendez un rire. C'est Jeanne qui passe avec un panier vide. Elle transporte toujours un panier vide pour donner l'illusion d'être en mission. Astuce ancestrale de gestion du temps. Votre dos commence à crier. Vos genoux craquent. Vos mains, pourtant calleuses, s'irritent à nouveau. Le manche de la houe est rugueux, mais ce n'est pas ce qui vous gêne le plus. C'est l'odeur de la bouse fraîche que quelqu'un a répandue un peu trop généreusement dans le coin. Les champs médiévaux ne sont pas plats. Ils ondulent, bossellent, se défendent. Et vous êtes là, courbé comme une virgule malheureuse, à essayer de rendre la terre productive malgré elle. Les tâches varient selon la saison. Labourer, semer, récolter, répéter. Vous connaissez la danse. Elle est ennuyeuse, épuisante, parfois cruelle. Mais elle vous occupe, et l'occupation, c'est une forme de sécurité. Mieux vaut suer que supplier. Et puis, il y a le Seigneur. Il ne vient jamais dans les champs, bien sûr. Mais son intendant, oui. Il passe parfois sur son cheval trop propre, jetant un œil désapprobateur, comme s'il pouvait lire dans la terre votre niveau d'effort. Une fois, il a exigé qu'on creuse une rigole plus droite. Résultat, 3 hernies et un procès de poule. Ah, ce fameux impôt en jour de travail. Vous le payez à la sueur du front, pas avec de l'or. Travailler pour votre propre champ, c'est déjà dur. Mais travailler gratuitement pour le Seigneur, c'est comme recevoir une gifle lente pendant 8 heures. Certains paysans, plus chanceux ou plus rusés, payaient leur dû avec des denrées ou des pièces. Pas vous. Vous avez hérité de la parcelle la moins productive du village, coincée entre un ancien cimetière et une source infestée de moustiques. Vous vous rappelez soudain d'un conte local. Un laboureur aurait trouvé un trésor enfoui sous un vieux chêne. On dit qu'il est devenu riche, puis fou. Vous avez plusieurs chênes dans votre champ, mais pas assez de temps pour creuser dessous. Et vous êtes déjà un peu fou, donc le risque est limité. Le ciel s'assombrit. Ce n'est pas encore la pluie, juste un avertissement. Vous soupirez. Votre houe glisse, votre pied se tord et vous tombez sur les fesses dans une flaque. Pas de drame, juste de la boue dans des endroits peu pratiques. Vous vous relevez, un peu plus lentement, un peu plus lasse. Vous terminez la ligne, puis une autre, puis encore une. Vous avez perdu la notion du temps, mais votre estomac grogne comme un chien oublié. Il doit être midi, ou pas loin, assez en tout cas pour mériter une pause. Vous regardez votre champ. Il n'a pas l'air très différent, mais vous savez ce que vous avez donné. Et demain, vous recommencerez, avec la même houe, le même dos, le même morceau de pain dur. Vous rentrez du champ en traînant les pieds, mais pas trop. La boue est traîtresse, et vos chaussures. Parlons-en. Vos chaussures sont 2 sortes de sabots de bois, taillés dans un tronc qui avait probablement d'autres projets pour sa vie. Elles frottent, elles claquent, et elles ont la délicatesse d'un bélier de siège. Le long du chemin,
Vos vêtements frottent contre votre peau, rappelant à chaque pas que le Moyen Âge, c'est aussi le règne du textile punitif. Vous portez une chemise de lin rêche, par-dessus un pantalon de laine qui a connu trop de hiver et pas assez de lessive. Tout gratte, absolument tout, même des endroits que vous pensiez insensibles. Un courant d'air vous surprend, glissant sous votre tunique comme une mauvaise blague. Vous frissonnez, non pas à cause du froid, mais parce que vous venez de réaliser que votre couture latérale est en train de céder. Vous ajouterez ça à la liste des réparations. Liste aussi longue que votre liste d'envie. Un vêtement doux, une journée sans puce et une chemise qui n'essaie pas de vous étrangler par l'aisselle. Les historiens se chamaillent encore sur la fréquence à laquelle les paysans changèrent de vêtements. Certains disent une fois par semaine, d'autres une fois par saison. Vous savez juste que ce que vous portez maintenant, c'était aussi votre pyjama, votre tenue de travail et votre habit du dimanche, le même dimanche. À votre ceinture pend toujours votre fidèle cuillère. À côté, un petit couteau émoussé, un morceau de corde et un sachet d'herbe séchée que votre tante jure efficace contre les mauvaises odeurs. Spoiler, ce n'est pas le cas. Les textiles, c'est une affaire de survie autant que de statut. Les nobles ont des vêtements doublés, teints, brodés. Vous avez du beige sale et du brun douteux. Une palette qui inspire peu de confiance aux artistes, mais qui correspond à la couleur moyenne du sol et de la sueur. Pratique pour les taches. Ah, les taches. Elles sont permanentes. À force de lessive au savon de cendre et de rinçage dans la rivière locale, également fréquentée par les cochons, les tissus s'effilochent plus vite qu'ils ne se nettoient. Petite anecdote textile. Au XIIIe siècle, certains villages imposaient des lois somptuaires interdisant aux paysans de porter certaines couleurs ou coupes jugées trop nobles. Pas question d'oser une tunique rouge ou un chapeau à plumes, sous peine d'amende ou de moqueries sévères. Et entre nous, les moqueries faisaient à parfois plus mal que les amendes. Vous passez devant l'étendoir du voisin. Des sous-vêtements y pendent. Enfin, des rectangles de tissu vaguement tenus par des épingles. On dirait plus des linges de torture que des caleçons. Vous soupirez. Il faut que vous laviez les vôtres aussi. Mais ça attendra la pluie. Ce qu'on appelle ici la machine à laver du bon Dieu. En arrivant chez vous, vous vous frottez les bras, tentant d'évacuer cette sensation permanente de démangeaison. Ce n'est pas seulement la laine, ce sont aussi les poux et les puces, et peut-être un peu l'anxiété. Les vêtements, au Moyen Âge, ne s'adaptent pas à vous. C'est vous qui vous adaptez à eux. Vous ne les choisissez pas. Ils vous sont transmis, prêtés, raccommodés, redécoupés et parfois volés. Il y a une rumeur au village selon laquelle une chemise aurait appartenu à 3 générations et servi de nappe lors d'un mariage. Vous vous changez. Enfin, vous échangez votre tunique de jour contre une tunique de moins tachée. C'est plus symbolique qu'hygiénique. La nouvelle gratte pareil, mais au moins elle a une manche complète. Vous jetez un œil à votre cape. Elle est en peau de mouton, très abîmée. Elle a des trous qui forment presque des constellations. Vous l'appelez affectueusement la passoire à chaleur. C'est votre bouclier contre le vent, votre couverture et parfois votre oreiller. Le multitâche médiéval par excellence. Vous remarquez aussi que votre sœur est en train de recoudre une chaussette. Elle utilise un fil extrait d'une vieille corde. Résultat, la chaussette tient debout toute seule. Vous lui dites que c'est impressionnant. Elle vous répond que c'est pratique pour marcher dans la boue. Les historiens ne sont pas d'accord sur la répartition exacte du travail de couture entre les sexes. Certains affirment que les hommes recousaient leurs propres vêtements. D'autres insistent que c'était réservé aux femmes. Mais dans votre famille, tout le monde coude, ou tente de coudre. Même le chien a eu un manteau une fois. Il l'a mangé. Vous vous grattez l'épaule. Une nouvelle démangeaison. Est-ce une réaction à la laine, au pouls, à la vie elle-même? Vous ne cherchez plus. Vous vous contentez de pincer le tissu, de souffler un peu
et d'espérer que ça passe. Et puis, vous souriez, car aujourd'hui, vous n'avez pas encore troué de nouvelles tuniques, ni marché sur une punaise de plancher, ni perdu votre cuillère. Pour un paysan médiéval, c'est presque une victoire. L'après-midi s'étire mollement, un peu comme votre motivation. Et pourtant, une tâche redoutée vous attend. L'hygiène. Ou du moins, une tentative d'hygiène. Parce qu'au Moyen Âge, se laver, c'est moins une habitude qu'un événement spécial, comme une éclipse, ou une livraison de pain sans moisissure. Vous attrapez un seau en bois dont le fond commence à fuir un peu, et vous partez vers le puits du village. Il est partagé par plusieurs familles, ce qui explique pourquoi on y trouve parfois des objets flottants non identifiés, comme une chaussure ou une grenouille ambitieuse. Vous baissez le seau avec une corde râpée. Le bruit de l'eau en profondeur est toujours un peu apaisant, même si vous savez qu'elle n'est probablement pas très claire. Les historiens débattent encore, certains affirment que les paysans étaient plus propres qu'on ne le pense, d'autres soutiennent qu'ils étaient aromatiques. Vous êtes quelque part entre les deux. Vous sentez la sueur, la chèvre et un soupçon de savon de cendre. Un bouquet très local. Vous ramenez le seau, l'eau éclabousse vos jambes. Rafraîchissant, peut-être. Mordant, définitivement. Elle est froide comme un jugement divin. Mais il faut bien faire quelque chose de cette journée. Et votre odeur commence à effrayer les pigeons. De retour chez vous, vous entrez dans ce qu'on appelle pompeusement la pièce d'eau. En réalité, c'est un coin de la maison, protégé par un rideau qui ne cache rien, mais qui permet de faire semblant. Vous versez l'eau dans une bassine de cuivre cabossée et vous commencez par tremper un chiffon. Pas de savon moussant, pas de parfum floral, juste une pâte grise fabriquée avec des cendres, de la graisse animale et probablement une pincée d'espoir. Ça gratte, ça fume un peu et ça fait pleurer les yeux. Mais vous vous y habituez. Vous frottez vos bras, votre cou, vos aisselles. Vous évitez soigneusement de mouiller vos cheveux. Ils sont déjà en négociation diplomatique avec une colonie de lantes. Les laver aujourd'hui, ce serait provoquer un conflit international. Petit fait insolite. Certaines croyances médiévales affirmaient que l'eau pouvait ouvrir les pores et laisser entrer les maladies. Résultat, moins on se lavait, mieux c'était, selon eux. D'autres, comme les bains publics, voyant ça autrement. Mais vous n'êtes pas à Florence. Vous êtes dans un hameau où le seul bain collectif était rempli de grenouilles l'été dernier. Vous passez au rinçage, lentement, en frissonnant. Vous vous souvenez d'une fois où vous avez tenté un bain complet dans la rivière. Vous en êtes sorti avec une angine, 2 piqûres de sangsue et un caillou coincé dans une zone sensible. Depuis, vous évitez l'expérience intégrale. À côté de vous, un chat vous observe, l'air dégoûté. Ce qui est ironique, venant d'un animal qui fait sa toilette avec la langue après avoir marché dans la boue. Mais bon, le jugement félin fait partie du package médiéval. Vous terminez par un séchage approximatif avec un linge en toile rêche. Vous frottez, vous soupirez, vous vous coincez le pied dans un nœud de tissu. Rien d'inhabituel. Juste une toilette du mardi, comme on dit. Vous changez de chemise. Ou plutôt, vous enfilez une autre chemise vaguement propre, c'est-à-dire pas trop tachée, pas trop humide, et sans odeur identifiable à plus de 2 mètres. C'est votre version du luxe. Une anecdote locale prétend que le forgeron du village se lavait 1 fois par an, à la Saint-Jean, et qu'à cette occasion, on fermait la rue par mesure de sécurité. Légende ou vérité, personne ne veut vraiment vérifier. Vous passez devant un miroir. Enfin, une plaque de métal poli suspendue à un clou rouillé. Elle vous renvoie une image floue, ondulante, mais vous reconnaissez vos traits. Creusés, fatigués, recouverts de cette fine poussière que même l'eau n'enlève pas tout à fait. Le visage d'un survivant ou d'un acteur très investi dans un film historique à petit budget. Les enfants du voisin courent dans la ruelle, criant que Baptiste est tombé dans le tas de fumier. Personne ne réagit.
Baptiste tombe souvent. C'est un peu son truc. Vous sortez, les cheveux décoiffés, la peau un peu rouge à force de frotter, mais il y a quelque chose d'apaisant à sentir le vent sur une peau vaguement propre. Même si l'air est chargé de fumée de bois, de bouse séchée et de poissons salés. Les historiens se querellent encore à propos des bains publics, vus parfois comme lieu de détente, parfois comme repère de péché. Vous rêvez d'un bain chaud, dans une cuve en bois, avec des herbes, un silence parfait, et personne qui tape à la porte en hurlant « Il y a plus de place pour les pieds ». Mais ce rêve attendra. Pour l'instant, vous sentez moins fort. C'est suffisant. Vous sortez dans le chemin principal du village, encore un peu humide du rinçage précédent. Vous sentez la fraîcheur sur vos bras, sensation rare et presque agréable, mais elle est vite remplacée par une prise de conscience. Ici, tout ce qui vous entoure essaie, d'une manière ou d'une autre, de vous tuer. Ce n'est pas une menace dramatique, mais une accumulation sournoise. Le seau bancal, le cochon imprévisible, la poutre mal fixée, la rumeur de peste, et cette poule qui vous regarde de travers depuis ce matin. Le village est vivant, oui, mais il est aussi une sorte de terrain d'obstacles permanent, version médiévale et non consentie. À peine quelques pas, et vous entendez le bruit sourd d'un mur qui s'effondre à moitié derrière la forge. C'est la 3e fois ce mois-ci. Le forgeron, imperturbable, replace une pierre à sa place sans même cesser de souffler dans son feu. À croire que cette forge tient plus par habitude que par architecture. Le village lui-même est un méli-mélo de maisons à colombages, de cabanes tordues et de clôtures faites avec des branches trop molles pour contenir quoi que ce soit. Vous passez devant la grange d'Henri où une poutre dépasse dangereusement. L'an dernier, elle a failli scalper un moine voyageur. Depuis, on l'appelle la bénédiction en coin. Vous levez les yeux, des nids d'hirondelles s'accrochent au toit et des toiles d'araignées géantes décorent les recoins comme des tentures naturelles. C'est joli, jusqu'à ce que l'une des araignées tombe dans votre col. Ah, les poux et les puces, parlons-en. Présents, nombreux, dynamiques. On les échange entre voisins comme on partage le pain. Vous vous souvenez d'une anecdote selon laquelle certains monastères organisaient des chasses aux poux collectives façon compétition amicale. Première équipe à en attraper 50 gagne une bouillie tiède. L'esprit communautaire dans toute sa splendeur. Vous sentez une piqûre au mollet. Vous ne regardez même pas. Ce pourrait être une puce, un moustique ou une écharde. Qu'importe. Ce qui compte, c'est de continuer à marcher. Au coin de la rue principale, l'agent seigneurial est posté. Une figure sinistre avec une robe noire et un registre à la main. Il vous salue sans sourire. Vous hochez la tête en retour, priant silencieusement pour qu'il n'ait pas noté que votre toit fuit encore. La dernière fois, il a suggéré une taxe sur l'humidité. Les historiens ne savent toujours pas avec certitude si ces collecteurs locaux faisaient réellement remonter les informations au seigneur. Certains disent qu'ils jouaient surtout à faire peur. D'autres pensent qu'ils entretenaient un petit commerce d'amandes fictives. Vous les évitez dès que possible. Comme les oies. Parlons des oies. Ces créatures sont le cauchemar du village. Elles gardent les cours mieux que n'importe quel chien. Elles sifflent, elles poursuivent, elles mordent, et elles vous visent personnellement, semble-t-il. Une d'elles vous attaque d'ailleurs à l'instant. Vous effectuez une manœuvre d'esquive aussi gracieuse qu'un sac de pommes de terre, puis reprenez votre chemin, dignité légèrement cabossée. Un peu plus loin, vous passez devant le chantier d'un puits bouché. 3 hommes tentent de le dégager. L'un d'eux glisse, manque de tomber, se rattrape à une corde pourrie et fait tomber le seau dans le puits. Le tout sans un mot. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas choqués. C'est juste que, ici, ce genre d'incident est dans la moyenne quotidienne. Et puis, il y a les maladies. Pas les grandes épidémies que les livres racontent, non. Les petites pestes locales.
les fièvres, les abcès, les toux persistantes, les estomacs qui grognent plus que de raison. On n'en parle pas trop. Ce serait leur donner trop de pouvoir. On raconte qu'un vieux du village, atteint d'un mal étrange à la jambe, a décidé de dormir avec une grenouille dans sa chaussure pour chasser l'infection. Résultat, il marche maintenant avec une béquille, mais il jure que la grenouille a pris la douleur avec elle. Vous arrivez sur la place centrale. Là, un banc bancal, une pancarte avec des lettres à moitié effacées, probablement un décret oublié, et deux gamins qui essaient de faire tourner un cerceau en bois avec une branche. L'un d'eux trébuche, s'écorche le genou, se relève. Pas un cri, pas un pleur, juste un soupir. L'école de la résilience, version bas Moyen Âge. Une autre anecdote surgit à votre esprit. Dans certains villages anglais, une coutume voulait que l'on attache des clochettes aux enfants turbulents. Une sorte d'alerte vivante. Ici, on préfère les fessées discrètes et les regards accusateurs. En passant devant l'abreuvoir, vous croisez Marguerite, vieille comme 3 hivers trop longs. Elle vous salue d'un « encore vivant », ce qui, dans ce contexte, est une réelle marque d'affection. Vous répondez par un sourire. On se félicite d'être encore debout, même bancal. Et vous voilà à nouveau en route. Vous marchez, vous respirez à peine plus calmement. Vous évitez un trou dans le sol, un chat hargneux et une poulie suspendue de travers. Vous ne le dites jamais à voix haute, mais vous aimez ce village. Malgré sa volonté apparente de vous détruire. Il est familier, bruyant, bancal. Plein de risques, oui, mais aussi de rituels, de petits repères. Et parfois, au détour d'un chemin, de silence. Le soleil est maintenant au zénith, ce qui, dans le langage des paysans, signifie 2 choses. Vos jambes tremblent de fatigue et votre estomac menace de se manger lui-même. Il est l'heure du repas de midi, autrement dit, le grand festival des fèves. Vous rentrez chez vous, les narines humant instinctivement l'air à la recherche d'un indice de ragoût. En vain. À part l'odeur persistante de linge humide et de boucs semi-domestiqués, rien ne vous laisse croire qu'un festin se prépare. Mais vous le saviez déjà. Sur la table, dans un grand bol en terre cuite, fendu mais toujours vaillant, mijote une bouillie tiède de fèves. Pas des haricots onctueux, non. Des fèves brunes, farineuses, légèrement fermentées, cuites avec de l'eau, un brin d'ail sauvage et un soupçon d'illusion. C'est fade, c'est monotone, mais ça cale. Plus ou moins. Vous vous asseyez, jambes écartées pour soulager vos genoux douloureux, et vous plongez votre cuillère dans la masse molle. Elle émet un bruit de succion qui ferait fuir n'importe quel gourmet. Mais vous trouvez ça presque apaisant. C'est le son de la routine. Les historiens s'accordent à dire que le régime paysan était principalement végétal, basé sur les céréales et les légumineuses. La viande, rare et souvent réservée aux fêtes religieuses, ne fait pas partie de votre quotidien. D'ailleurs, quand un poulet meurt ici, on en discute pendant 3 jours. Pas par tristesse, juste pour savoir qui aura le gésier. Une anecdote amusante. Enfin, façon de parler. Certaines chroniques racontent que les paysans anglais du 14e siècle mangeaient tant de fèves qu'on les appelait les gens au sang vent. Ce n'est pas une légende. Après 2 bols, vous commencez à comprendre et à regretter l'étroitesse des murs entorchis. En face de vous, votre cadet mâchonne lentement. Il compte les fèves à voix basse. Il espère tomber sur une qui soit légèrement moins cuite, comme une surprise texturale. Votre tante, elle, ajoute quelques feuilles de chou sur le dessus pour varier les plaisirs. Ce chou a vu des jours meilleurs. Il grince sous la dent. À côté de la bouillie trône un quignon de pain récupéré du petit déjeuner. Il est plus dur encore. Vous pourriez assommer une chèvre avec, mais en le trempant dans le jus des fèves, il devient un peu plus tendre. Comme vous, après 2 bols. Vous jetez un coup d'œil dehors. Les poules picorent dans la boue. Un chien dort la tête dans une auge.
Deux enfants jouent à jeter des cailloux dans un seau vide. C'est bruyant, mais ça empêche les mouches d'élire domicile sur le repas. Une mouche s'installe sur votre cuillère. Vous la chassez d'un geste las. Elle revient. Vous la regardez. Elle vous regarde. Vous abandonnez. La conversation pendant le repas est limitée. Pas par manque d'envie, mais parce que mâcher des fèves demande une concentration certaine. Et puis, toute conversation aboutit toujours au même sujet. Est-ce qu'on aura un peu de lard à la Toussaint? La réponse est toujours la même. Si Dieu le veut, et si le cochon du voisin meurt d'une cause naturelle. Votre sœur évoque une recette de galettes à base de farine de gland. Vous froncez les sourcils. Elle sourit. Ce n'est pas une blague. Vous soupirez. Les historiens sont divisés sur la diversité réelle de l'alimentation paysanne. Certains prétendent qu'on savait tirer parti de nombreuses plantes sauvages, d'autres pensent qu'on survivait avec un éventail réduit de produits. Dans votre cas, la diversité est une belle idée, mais entre la réalité et les racines amères, vous choisissez les fèves. Une gorgée d'eau pour faire passer. Elle a un goût métallique. Elle vient du puits, donc c'est normal. Vous essayez de ne pas trop y penser. Boire, ici, c'est plus un acte de foi que d'hygiène. Et puis, le moment tant attendu, le fond du bol. La partie légèrement croûtée, un peu plus salée. Votre petite récompense. Vous la grattez avec soin. Chaque bouchée est une victoire. Votre grand-mère arrive en boitant. Elle lève les yeux vers la marmite vide et déclare « Encore des fèves ?» Vous lui dites oui. Elle ne dit rien. Elle se contente de s'asseoir et de sortir une pomme séchée de sa poche. Vous la regardez avec un soupçon de jalousie. Elle vous la tend. Vous refusez. Elle insiste. Vous acceptez. Elle a le goût du moisi et du sucre passé. C'est la meilleure chose que vous ayez mangée depuis des semaines. Une fois le repas terminé, vous essuyez votre cuillère sur votre tunique. Puis vous la rattachez à votre ceinture. Le rituel est terminé. Il ne reste plus qu'à espérer que l'après-midi vous réserve moins de fèves et un peu de repos. Mais vous savez que c'est peu probable. Le ventre à moitié plein ou à moitié vidé, selon votre optimisme, vous sortez de nouveau. Il est temps de reprendre vos tâches. Enfin, pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que l'Église a sonné. Encore, elle sonne tout le temps. Pour prier, pour manger, pour se lever, pour travailler, pour cesser de travailler, pour penser à prier, pour regretter de ne pas avoir assez prié. Bref, elle rythme votre vie plus sûrement que le soleil lui-même. Ding-dong. 3 coups longs. Cela signifie qu'il est la 6e heure. Temps de la prière de midi. Même si vous êtes au fond d'un champ, un poulet sous le bras, ou dans les latrines, la cloche vous attrape par la nuque et vous pousse mentalement à réciter un paternoster ou deux. Et si vous oubliez? Rien, en apparence. Mais dans votre cœur, une petite voix vous murmure que vous venez de perdre un ticket pour le paradis. Les historiens débattent encore de l'emprise exacte de l'Église sur les campagnes. Certains soutiennent que les gens suivaient les rites machinalement, d'autres parlent d'une réelle ferveur religieuse. Vous savez que si vous oubliez de vous signer avant le repas, votre grand-mère vous tape avec sa cuillère. Et ça, c'est plus convaincant que n'importe quelle bulle papale. Vous passez devant la chapelle du village. Petite, tordue, couverte de mousse. Elle sent la cire froide, la pierre humide et la culpabilité douce. À l'intérieur, le prêtre est en train de marmonner. Il a une voix profonde, capable de couvrir le bruissement des pages qu'il ne lit pas vraiment. Il a probablement appris la moitié de ses homélies par cœur, et l'autre moitié, il les improvise avec talent. Aujourd'hui, il parle du péché de gourmandise. Vous trouvez ça ironique, vu le menu du jour, mais vous baissez la tête, comme tout le monde. Ne pas montrer qu'on pense, surtout pas pendant une homélie. La vie religieuse s'infiltre partout, dans vos gestes, vos habitudes, vos pensées. Il y a des prières pour tout, pour la pluie,
pour la récolte, pour les vaches fécondes, même pour la digestion difficile des fèves. Celle-là, vous la récitez souvent. Une anecdote locale. On dit que l'an dernier, le boulanger a oublié de bénir son pain une seule fois. Résultat, toute une fournée infestée de vers. Est-ce que c'était la punition divine ou juste une mauvaise farine? Le débat reste ouvert, mais depuis, il murmure une prière à chaque levée. Vous reprenez le chemin de votre tâche de l'après-midi. Coupez du bois, parce que si vous ne préparez pas le prochain feu, vous aurez froid. Et s'il pleut demain, vous aurez froid et humide. Un combo redouté. En passant devant la maison de la sage-femme, vous entendez des chants. C'est le chapelet collectif. Chaque après-midi, une poignée de vieilles femmes se réunissent pour psalmodier des prières, assises sur des bancs branlants, en se tricotant mutuellement des malheurs. Elles prient, oui, mais elles savent aussi tout ce qui se passe dans le village. Une combinaison détonnante. L'Église vous dit aussi quand faire l'amour, rarement, quand ne pas le faire, quand se laver, quoi manger, comment enterrer vos morts et même à quoi rêver. Si un jour vous vous levez de bonne humeur, il y a probablement un saint pour ça. Et si vous éternuez, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ne pas être mort sur le champ. Il y a quelque chose d'étrangement rassurant dans cette omniprésence. L'Église vous surveille, mais elle vous encadre. Elle offre un calendrier, un sens. Vous ne travaillez pas pour vous enrichir, mais pour mériter une récompense dans l'au-delà. Et parfois, quand la vie est trop dure, vous vous surprenez à l'espérer. Une chanson vous revient en tête, un cantique en vieux patois. Vous le murmurez entre deux bûches fendues. Le rythme vous berce, la mélodie s'accroche. Vous ne savez plus d'où elle vient. Peut-être d'un prêtre itinérant ou d'un moine de passage. Peu importe. C'est une prière chantée, une habitude héritée. Les historiens discutent toujours du rôle des monastères dans l'éducation des masses. Ici, on n'a pas de monastère. Juste un frère convers qui sait lire, enfin surtout le latin. Il a une bibliothèque de 3 livres, soigneusement enfermés dans un coffre. Des trésors poussiéreux que vous ne verrez jamais. Mais vous savez réciter Ave Maria en entier. Et c'est déjà beaucoup. Le soir commence à tomber. Une cloche lointaine annonce la nonne. Prière du crépuscule. Encore une. Vous vous arrêtez un instant. Vous vous tournez vers l'église, juste une seconde, et vous marmonnez quelques mots. Pas parce qu'on vous regarde, mais parce que vous le faites depuis toujours. C'est devenu un réflexe, un ancrage, une musique intérieure. Et pendant un bref moment, en entendant le chant des femmes, les bourdonnements lents d'un insecte et le tintement sourd d'une cloche fêlée, vous sentez une chose étrange. Un semblant de paix, vous passez la main sur votre tunique, enlevant un peu de poussière, un peu de sueur et probablement un peu d'âme. Il est temps de faire face à un aspect moins chantant de votre existence. Les lois du Seigneur. Et surtout, toutes les absurdités qui vont avec. Dans ce petit bout de monde médiéval, la justice n'est ni rapide, ni juste, ni toujours compréhensible. Elle est, au mieux, imprévisible. Au pire, une loterie tenue par un homme en robe trop longue qui confond souvent un procès et un pique-nique. Vous vous rappelez encore du jour où votre voisin Guillaume a reçu une amende pour avoir laissé son cochon croiser la route du chapelain. Ce n'est pas une métaphore. Le cochon a littéralement traversé devant lui, trottinant innocemment. Guillaume a payé avec un sac de navets, pas parce que c'était la peine prévue, mais parce que c'est ce qu'il avait. Les historiens n'en finissent pas de débattre sur la complexité des coutumes locales. Chaque seigneurie avait ses règles, ses exceptions, ses traditions orales, ses caprices. Ce qui était toléré dans un village pouvait être passible d'amende 3 kilomètres plus loin. Vous avez cessé de suivre. Maintenant, vous supposez que tout est potentiellement interdit. C'est plus simple. Aujourd'hui, justement, on annonce un passage de l'intendant du Seigneur. Il est là pour recenser les tenures, ce qui veut dire vérifier si vous avez ajouté une fenêtre sans autorisation ou si votre poulailler est trop proche du puits. Vous savez déjà que quelque chose va clocher.
parce que quelque chose cloche toujours. En l'attendant, vous faites l'inventaire de vos possessions avec un regard critique. Une cabane penchée, 3 poules, dont une dépressive, un pot de chambre fissuré et une miche de pain qui s'est auto-recyclée en presse-papier. Rien de bien menaçant. Mais vous savez que l'intendant a l'œil aiguisé, comme un chat affamé devant un potage. L'intendant arrive à cheval, évidemment, un cheval blanc, trop propre, qui soulève la poussière du chemin et vous couvre de particules nobles. Il descend avec un sourire qui n'en est pas un registre sous le bras et un parchemin qui sent la cire et l'arrogance. Bonjour, brave homme. Vos limites de champ ont-elles changé? Vous ne savez jamais comment répondre à cette question. Non, vous n'avez pas déplacé votre haie pendant la nuit. Non, votre puits n'a pas migré de lui-même vers le verger du Seigneur. Et pourtant, vous finissez toujours par signer quelque chose. Il inspecte vos possessions, il regarde votre toit, il soulève un coin de nappe, il renifle même votre réserve d'ail. À la fin, il note quelque chose. Vous n'osez pas demander quoi. Vous apprendrez par rumeur que vous devez désormais une corvée supplémentaire au printemps parce que votre clôture dépasse d'1 pouce. Une anecdote locale affirme qu'un homme a été condamné pour avoir trop salué le Seigneur un matin. Excès de zèle? Ironie mal interprétée? Personne ne sait. Mais depuis, tout le monde dit bonjour avec modération. Vous retournez vaquer à vos tâches, l'esprit un peu agacé. Vous ramassez une bûche. Elle se fend mal. Vous soupirez. C'est dans ces moments-là qu'on comprend pourquoi tant de dictons médiévaux parlent de la patience comme d'une vertu cardinale. Une chèvre passe entre-temps, un vieux pot autour du cou, une sorte d'amulette contre les taxes, dit-on en plaisantant. Ce n'est pas efficace, mais au moins ça sonne quand elle court. Vous vous souvenez aussi que la loi locale interdit de laver son linge dans la rivière le mercredi après-midi, sauf autorisation spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, un moulin a failli être inondé un mercredi. Depuis, c'est inscrit quelque part sur un panneau mangé par les termites. Les historiens peinent à déterminer l'origine précise de certaines lois absurdes du Moyen Âge. Certaines venaient d'incidents isolés, d'autres d'un mélange de religion, de superstition et de logique perdue dans les brouillards du temps. Mais dans votre réalité, tout est sujet à règlement, même la taille de votre tas de fumier. Surtout la taille de votre tas de fumier. Un ami à vous, Thibaut, a eu des ennuis parce qu'il avait nommé sa vache Marguerite. C'est aussi le prénom de la femme du Seigneur. L'intendant y a vu une insulte déguisée. Thibaut a dû rebaptiser la vache. Elle s'appelle maintenant Moumou. Elle en est encore vexée. Vous riez doucement en y pensant. C'est ça aussi, le droit féodal. Une comédie involontaire où chacun joue un rôle absurde sans avoir eu accès au script. Mais vous survivez, parce que malgré tout, vous connaissez les règles du jeu. Et si vous les suivez à moitié, que vous feignez l'ignorance pour l'autre moitié, vous pouvez passer entre les mailles. Pas indemne, mais vivant. Et parfois, c'est déjà beaucoup. Le jour décline lentement, teignant le ciel d'un gris orangé que vous ne voyez presque jamais, parce que vos yeux sont trop occupés à scruter le sol pour éviter les crottes de chèvre. Mais ce soir, vous levez la tête, juste une seconde, et vous vous souvenez qu'il y a du ciel au-dessus du village. Il paraît presque calme, ce qui est loin d'être le cas de votre vie sociale, aussi trépidante qu'un pot de ragoût oublié au coin du feu. Vous vous dirigez vers la taverne. Le point de convergence, la salle des nouvelles, le bureau des pleurs et l'agence matrimoniale involontaire du village. Une cabane en pierre au toit de chaume noirci, dont la porte grince comme si elle avait des choses à dire. L'enseigne pend de travers. On peut encore y lire, à moitié effacé, « À la joue rose ». Personne ne sait d'où vient le nom. Peut-être d'une serveuse d'il y a 20 ans, ou d'un cochon légendaire. En entrant, une chaleur moite vous enveloppe. Et une odeur, dense, un mélange de bière tiède, de sueur communautaire, de vieux bois
et d'herbes séchées qui brûlent dans un coin pour purifier l'air. Spoiler, l'air refuse d'être purifié. Il fait de la résistance. La pièce est bondée. 3 bancs, une table de traviole et une foule hétéroclite composée de vieillards râleurs, de jeunes bruyants et d'un crieur public qui parle tout seul en répétant les mêmes nouvelles depuis 4 jours. Il annonce ce soir que le pont de la rivière Nord est toujours cassé. Personne n'est surpris. Le pont est cassé depuis la Saint-Martin. Vous trouvez une place entre 2 compagnons de malchance. L'un sent la moutarde fermentée, l'autre a le regard vide de celui qui a trop bêché pour une seule vie. Vous leur souriez. Ils ne répondent pas. Le langage ici est plus gestuel que verbal. Hocher de la tête, lever sa chope, grogner d'un ton approbateur, c'est suffisant. Un petit garçon court entre les tables avec une corne de bélier vide. Il la brandit comme une épée jusqu'à ce que le tavernier lui crie d'arrêter avant de renverser la chope encore presque pleine du soir. Vous commandez un verre? Du cidre? Non. Du vin? Pas à ce prix-là. Ce soir, c'est une bière d'orge légère, tiède, trouble, avec des particules flottantes qui dansent comme si elles étaient heureuses d'être là. Vous hésitez. Puis vous buvez. Elle gratte un peu la gorge, mais elle est nourrissante. Et vous avez bu pire. Par exemple, l'eau. Les conversations fusent autour de vous. Très locales, très terre-à-terre. On parle de la jument du fermier qui refuse de s'accoupler, d'un champ voisin où pousse un haricot bizarre, et d'un miracle non confirmé, quelqu'un aurait trouvé une miche de pain sans trou. Une rumeur circule, un messager royal serait passé à la ville voisine. Personne n'a vu ce messager, mais tout le monde parle de lui. Il aurait apporté une nouvelle taxe, ou une annulation de taxe, ou un nouveau roi, ou juste un très bon chapeau. On ne sait plus. Les historiens s'interrogent encore sur la qualité et la vitesse de circulation des informations dans les campagnes médiévales. Certains soutiennent que les crieurs et voyageurs apportaient des nouvelles fiables. D'autres pensent que tout le monde improvisait à partir de bribes entendues sur la place du marché. Vous avez appris à ne croire qu'une seule source, la femme du boulanger. Elle sait tout. Elle savait même que votre vache était pleine avant vous. Une anecdote à ce sujet. Il y a 2 ans, quelqu'un a crié dans la taverne qu'une armée arrivait. Panique générale. Chèvres libérées. Puis barricadées. En réalité, c'était juste un groupe de pèlerins égarés. Depuis, on prend les cris avec du pain sec. Le tavernier essuie un gobelet avec un chiffon douteux, puis vous le sert avec un clin d'œil. Il vous connaît. Il sait que vous payez tard, très tard, mais vous aidez parfois à réparer sa porte, et une main lave l'autre, même quand aucune n'est très propre. À côté, un joueur de vielle accorde son instrument. Il joue 3 notes qui grincent comme des rats dans une cage, puis abandonne. Il affirme que l'humidité fausse les cordes. Tout le monde acquiesce. On comprend tous l'humidité. La soirée avance. Les rires deviennent plus graves, les gestes plus larges, les souvenirs se mêlent aux ragots, et même les morts récents reviennent dans les conversations, comme s'ils avaient juste pris un peu de retard. Vous parlez peu, mais vous écoutez. Et dans ce brouhaha tiède, entre les chopes posées et les soupirs collectifs, vous sentez quelque chose d'étrangement doux. Comme une routine rassurante. La vie sociale médiévale n'est pas brillante, mais elle est réelle, enracinée, indispensable. Et parfois, à force de simplicité, elle devient presque belle. La nuit tombe lentement, et avec elle vient une certitude inquiétante. Vous n'allez pas passer cette soirée sans que quelqu'un tousse du sang, parle à une pierre ou applique du vinaigre sur une plaie suspecte. Parce que dans votre monde, tomber malade est moins une possibilité qu'une régularité dramatique. Vous rentrez chez vous, les pieds lourds, le ventre légèrement ballonné de bière tiède et de fèves semi-digérées, pour découvrir que votre neveu est allongé près du feu,
blême comme une page de manuscrit et couvert de sueur froide. Vous posez la main sur son front, brûlant, évidemment. Il a probablement les fièvres, ce terme médiéval pratique qui désigne tout ce que l'on ne comprend pas. Grippe, paludisme, angoisse existentielle, démon intérieur. On ne sait pas, mais il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est généralement saigner. Les historiens s'accordent à dire que la médecine médiévale reposait sur la théorie des humeurs, un bel équilibre entre le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Si l'un de ces liquides mystérieux prenait trop de place, hop, il fallait purger. Comment? Par saignée, par lavement ou par des sauts dans l'eau glacée, ce qui, objectivement, est une mauvaise idée. Mais à l'époque, on n'avait pas de thermomètre pour vérifier. Votre grand-mère prépare un cataplasme à base de boue tiède, de graisse de chèvre et de lavande séchée. Elle l'applique délicatement sur le ventre du garçon, en marmonnant une prière apprise d'un moine qui soignait les chevaux. Vous ne dites rien. Ce n'est pas rationnel. Mais c'est ce qu'on a. Vous allez chercher le guérisseur. C'est un homme étrange, avec une barbe en pointe et une voix douce qui sent l'absinthe et le parchemin moisi. Il vous dit « Ah, la chaleur intérieure monte, il faut ouvrir une veine. » Vous hochez la tête, parce que contredire un guérisseur, c'est un peu comme provoquer une chèvre en duel, inutile et humiliant. Il sort une lame, pas très affûtée, et entaille doucement le bras de votre neveu. Le sang coule. Le garçon grimace. Vous regardez ailleurs. Anecdote peu rassurante. Dans certaines villes médiévales, on payait les barbiers pour faire des saignées à la chaîne. C'était l'offre coupe plus purification. Les plus aisés optaient pour les services d'un médecin formé à Salerne ou Montpellier. Vous avez Grégoire et sa lame rouillée. Il applique ensuite un onguent noirâtre qui sent le goudron et le vinaigre. Il appelle ça sa recette secrète. On l'appelle tous la chose. Le garçon s'endort ou perd connaissance, difficile à dire. On considère ça comme un bon signe. Les maladies rôdent comme des esprits taquins. Une toux peut durer 3 mois. Une coupure peut devenir une infection mortelle. Une diarrhée peut vider un homme plus vite qu'un impôt royal. Vous apprenez à reconnaître les signes, mais jamais à les soigner. Le remède, c'est souvent le temps ou la chance. Vous avez vu des gens guérir par miracle et d'autres tomber au sol après une simple piqûre de ronce. La médecine médiévale, c'est un peu comme tirer au sort dans une bourse pleine de galets et d'épines. Il se peut que vous trouviez une herbe qui marche, ou juste une nouvelle raison de tousser. Les historiens ne s'accordent pas sur le taux de réussite réel des soins populaires. Certains affirment que les plantes médicinales avaient un véritable effet. D'autres penchent pour un placebo collectif renforcé par la prière. Et vous penchez surtout pour la bouillotte. Pendant que le garçon dort, vous préparez une infusion de thym et de sauge. Pas pour le guérir, pour l'apaiser, et pour éviter que sa mère ne vous accuse de ne rien faire. Elle arrive d'ailleurs, les cheveux en bataille, les yeux cernés, et vous dit « Il a rêvé d'un cheval noir. C'est mauvais signe. » Vous ne savez pas quoi répondre? Alors vous hochez la tête. Le cheval noir, dans les rêves, annonce soit la fièvre, soit la visite d'un collecteur d'impôts. Dans les 2 cas, il faut allumer une chandelle et placer un brin de romarin sous l'oreiller. Vous obéissez, pas parce que vous y croyez, mais parce que le romarin sent bon et que ça ne peut pas faire de mal. Vous vous souvenez de ce vieil homme, autrefois, qui prétendait que dormir sur un sac de châtaignes éloignait la peste. Il est mort dans la nuit, étouffé par le sac. Depuis, personne ne teste les légendes sans réfléchir. Dans un coin, un grimoire poussiéreux repose sur une étagère. C'est un vieux manuel de médecine, écrit en latin vulgaire, avec des illustrations vaguement inquiétantes. Vous avez essayé de le lire une fois. Vous avez mal dormi pendant 1 semaine. Et pourtant, il y a quelque chose de beau dans ces efforts maladroits. Ces rituels, ces tisanes, ces croyances, ils ne guérissent peut-être pas le corps, mais ils enveloppent l'âme.
Il donne l'illusion du contrôle. Et parfois, cette illusion suffit à faire reculer la maladie. Vous vérifiez que le garçon respire doucement. Il semble paisible. Le feu crépite. Votre grand-mère dort sur sa chaise, les mains jointes sur son ventre, marmonnant encore des prières pour Saint Rogue, patron des pestiférés et des chiens errants. Dehors, la lune est haute. Dedans, on garde l'espoir. Tant qu'il y a un souffle, tant qu'il reste une herbe, une cuillère de miel ou une histoire de guérison racontée à voix basse, tout est encore possible. Et ça, même les historiens ne peuvent pas le contester. Le feu s'éteint lentement, laissant derrière lui une lueur rougeâtre qui danse contre les murs de torchis. C'est le moment où le village s'enfonce dans une nuit médiévale, lente, froide et remplie de soupirs. Pas de lampe à huile pour vous, juste une chandelle vacillante, posée dans un support en fer qui menace de tomber à tout moment. Vous vous étirez. Vos articulations craquent comme des branches mortes. Votre dos vous insulte en silence. Il est temps d'aller dormir. Enfin, dormir est un mot généreux. Vous allez plutôt vous allonger en espérant que rien ne grince, ne bouge ou ne pique trop fort. Votre lit est toujours là, fidèle et râpeux. C'est une paillasse partagée, remplie de foin, de plumes, de souvenirs et de petites bêtes non identifiées. Il sent la poussière, la sueur séchée et un soupçon de chèvre. Vous lissez la couverture, un rectangle de laine troué, avant de vous y glisser, tout habillé, bien sûr. Se déshabiller pour dormir? Vous n'avez pas cette audace. Autour de vous, tout le monde s'installe aussi. C'est la chorégraphie du soir, grognement, raclement de gorge, chuchotement. Votre oncle se gratte bruyamment. Votre tante s'enveloppe dans 2 foulards. Le bébé du cousin couine déjà. Une de vos sœurs marmonne une prière, sans doute adressée à un saint mineur, patron des nuits sans puce. Les historiens spéculent encore sur la nature du sommeil médiéval. Certains avancent l'idée d'un sommeil biphasique, 2 périodes de sommeil séparées par un temps de veille nocturne. Une pause pour prier, discuter, réparer ses vêtements ou simplement réfléchir dans le noir. D'autres estiment qu'on dormait d'un bloc, par pur épuisement. Ce soir, vous n'en saurez rien. Votre objectif est de ne pas geler une oreille. Le vent siffle doucement à travers les interstices de la porte. Il passe sous les tuiles, il glisse sous les planches du plancher, il vous caresse les orteils comme un chat glacial. Vous vous emmitouflez un peu plus. En vain, ce froid ne vous lâche pas. Et puis, il y a les superstitions. La nuit est pleine de dangers invisibles. On dit que les âmes errantes se déplacent entre minuit et le chant du coq, que les lutins passent sous les lits pour dénouer les cheveux des dormeurs, que certains sorciers volent les rêves à travers les murs. Vous n'y croyez pas? Enfin, pas trop. Juste assez pour garder un petit talisman sous votre oreiller. Une pierre trouée, offerte par une vieille femme qui sentait la menthe et la misère. Une anecdote étrange. Il fut un temps, dans certaines régions, où l'on accrochait des ciseaux ouverts au-dessus des lits pour éloigner les esprits malins. D'autres plaçaient une ligne de sel autour du lit. Vous avez juste une pelle en bois, au cas où quelque chose gratte à la porte. Ce n'est peut-être pas très spirituel, mais ça rassure. Votre voisin éternue bruyamment. Un éternuement nocturne? Mauvais présage. Quelqu'un murmure une bénédiction. Vous la répétez du bout des lèvres. Mieux vaut prévenir que mourir. Vous tentez de trouver une position confortable. Ce qui est difficile quand votre matelas est fait de foin, votre oreiller de chiffon et que votre coude repose contre le genou d'un cousin qui s'est étalé de travers. Vous lui donnez un petit coup. Il grogne et se replie. Au plafond, des ombres dansent. Le jeu de la chandelle presque éteinte. Vous les observez, les yeux mi-clos. Vous imaginez des formes, un dragon endormi, une barque, une miche de pain géante. La fatigue transforme tout en rêve. Les sons du village s'éteignent un à un. Les chiens se taisent.
Les portes ne grincent plus. Même les oies se sont résignées. Il ne reste que le froissement discret des couvertures, le souffle calme des dormeurs et ce grésillement minuscule de la chandelle qui rend l'âme. Vous vous souvenez de votre journée. Le pain dur, la houe, les fèves, la cloche. Tout semble si lointain maintenant, comme un rêve qui se dissout. Le sommeil vous rattrape lentement, doucement, sans prévenir. Vous tombez. Pas dans le lit. Dans cette zone floue entre veille et rêve, entre réel et légende. C'est là que vous vivez, finalement. Entre les murs tordus d'un monde brutal, mais étrangement cohérent. Entre la peur d'un esprit frappeur et l'assurance qu'un bon bol de soupe peut tout arranger. Et vous vous endormez, enveloppé d'une couverture râpeuse, de souvenirs flous et du ronflement rassurant de votre grand-mère. Un ronflement rythmé comme une vieille chanson de campagne. Le feu s'est éteint. La maison dort. Dehors, le vent glisse sur les toits et les rêves flottent comme des feuilles dans l'obscurité. Vous êtes encore là, au creux de votre paillasse, le cœur ralenti, l'esprit engourdi. Peut-être avez-vous passé la journée à bêcher, à tousser, à marmonner des prières contre les taxes et les fièvres. Mais maintenant, rien ne bouge. Même le froid semble suspendu. Dans cette nuit médiévale, brutale et tendre à la fois, chaque grincement devient une berceuse. Chaque souffle partagé, une promesse. Vous vivez dans un monde rude, mais c'est le vôtre. Vous le connaissez par cœur, ses recoins sombres, ses lueurs vacillantes, ses absurdités familières, et vous sentez votre corps s'alourdir petit à petit. Les paupières se ferment doucement. Il n'y a plus de houx, plus de fèves, plus de lois absurdes. Juste vous, vos rêves et le bruit du vent dans la paille. Demain, vous recommencerez, mais ce soir, vous dormez. Et c'est tout ce qui compte.